Bonjour à tous et merci en fait, bravo à vous d'être encore là. Il est 4h30 passé, je sais que les journées sont longues, mais bravo à vous et merci d'être là. À ma session du coup sur l'IoT, un Rex en fait sur notre plateforme cloud en fait qu'on développe chez Aguerre. J'en reviendrai un petit peu dessus. Avant toute chose, moi c'est Christophe, je suis architecte chez Aguerre. Chez Aguerre Group. Donc Aguerre, c'est une entreprise historiquement qui fait des disjoncteurs. Vous en avez peut-être chez vous, dans vos tables électriques, avec un petit logo bleu. Si vous avez un logo rouge ou un logo vert, je vous demanderai de sortir par contre. Je suis plus d'accord. Non, je déconne, restez. Euh, et je suis également MVP Microsoft, donc c'est-à-dire MVP, c'est des leaders de communautés techniques en fait à travers le monde. Et particulièrement, je participe au MTG. J'ai des copains ici MTG qui organisent des meet-up régulièrement. Donc eux c'est à Clermont, moi c'est à Strasbourg. Donc, moi je viens d'Alsace. Et on organise régulièrement des sessions techniques autour des technos Microsoft. Voilà. Alors du coup, avant de commencer, qui fait de l'IoT un peu ici dans la salle? L'IoT, ah, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, ok. Ouais, de l'IoT embarqué? Ouais, un petit peu, ouais. De l'IoT dans le cloud, des projets dans le cloud, ces choses-là? Ouais, ok. Un peu, pas trop. Bon, ok, ça marche. Alors, l'IoT, en fait, aujourd'hui, il y en a partout. En fait, vous avez une montre connectée, c'est un IoT, un smartphone, c'est un peu comme un IoT. Il y en a un peu partout. Vous avez peut-être déjà fait des projets chez vous. Vous avez essayé un truc sur un Raspberry, vous avez acheté un Raspberry là, à 20 euros, vous avez essayé votre truc chez vous, ça fonctionne, vous êtes super content, vous, êtes, vous avez réussi à allumer le net, enfin je sais pas ce que vous voulez, hein. Il y a, il y a- il y a- il y a plein de use cases qu'on peut imaginer à la maison. Par contre, quand on est une entreprise, surtout d'une taille de Hager ou les autres, hein, le grand, Schneider, peu importe, quand on veut commercialiser véritablement une offre IoT, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Hein. Je vais l'expliquer, mais clairement, c'est plus son petit projet dans son coin. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et on va en parler ici. Donc, dans l'idée, un petit Rex autour de plusieurs points, en fait. Euh, alors, 6 pour être précis. En fait, quand on parle IoT, il faut qu'on parle un petit peu monde physique, forcément. Qui dit monde physique dit protocole, quel hardware est-ce qu'il faut que j'utilise, quel protocole il faut que j'utilise. Parce que c'est un peu la jungle. Enfin, spoiler, c'est la jungle, donc il faut faire attention. Quelle va être ma connectivité Internet? Comment est-ce que je vais me connecter au cloud de mon fournisseur? Ça, c'est pour le point numéro 2. Point numéro 3, comment est-ce que je vais gérer ma flotte IoT? Donc en gros, je commercialise une offre, les gens achètent mes IoT, ils sont dans la nature, et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'ai encore la main sur ces IoT pour les mettre à jour? Comment je fais, etc. Donc ça c'est un point super important, et je mets un point d'honneur à ce qu'on en parle parce que il faut tout de suite y penser dès le début des projets, c'est super important. On parlera un petit peu d'ArchiCloud, euh, gentiment, un petit peu de FinOps, pareil, parce que ça, on n'y pense pas, et en fait, derrière un projet IoT, c'est pas juste faire un site web, il y a énormément de coûts qu'on ne voit pas, donc on va en parler un petit peu. Et puis finalement, la data. La data, le nerf de la guerre, en fait, quand on fait ce genre de projet ou de produit, la data devient une mine d'or, clairement. Chez vous, vous avez peut-être des IoT, je sais pas moi, vous avez des prises connectées qui font de la mesure d'énergie, voilà, par mois, vous allez générer une montagne de données qui peut être utile pour plein de choses. Donc, on va en parler aussi. Euh, alors, du coup, premier volet, la partie physique, le monde physique, les protocoles, le hardware et ainsi de suite. Alors, première des choses, moi, ce que j'aime bien faire déjà, c'est distinguer, on va dire, le monde, ce que moi j'appelle le monde domestique, chez vous à la maison, en termes de protocole et de hardware, du monde industriel. On fait trop le raccourci des fois entre les deux, ou alors on ne se rend pas compte que c'est vraiment deux mondes bien distincts. C'est-à-dire, il y a le monde de l'IoT, c'est une chose, et dans le monde de l'IoT, il y a le monde industriel qui est une chose, et le monde, on va dire, plus domestique, grand public, qui est une autre. D'accord? On ne va pas appliquer les mêmes principes, c'est pas les mêmes use cases, c'est pas les mêmes IoT. Dans les industries, les IoT sont beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de capacités, on peut faire beaucoup plus de choses, ce qui est beaucoup moins vrai dans le monde domestique. Ok. Donc ça c'est super important. Du coup, en fait, des protocoles domestiques, vous les connaissez sûrement déjà. En fait, ça va être du Zigbee
pour des ondes radio, ça va être du Thread pour le Wi-Fi, ça va être du Bluetooth. On utilise beaucoup le Bluetooth en fait pour interagir avec ces IoT à la maison. C'est énormément utilisé. Et chez Ager, du coup, on utilise aussi beaucoup le KNX. KNX, c'est un truc un peu plus obscur, je pense, qu'on connaît un peu moins, mais en fait, Ager a été l'un des pionniers de ce protocole KNX, qui est surtout répandu sur le marché allemand. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Ager, c'est franco-allemand et beaucoup sur le marché allemand. Et KNX, c'est un protocole IoT qu'on utilise principalement pour faire de la domotique, qui est particulièrement adapté pour ça et qui est capable de faire qui est capable d'être interfacé en filaire, en radio, par internet, etc. Donc particulièrement utile. Mais un peu vieillot, okay, par rapport à des protocoles un peu plus récents comme Zigbee, ou Thread d'ailleurs. Quand même, du côté industriel, je voulais quand même en parler un petit peu. Alors, vous remarquerez que c'est complètement des protocoles complètement différents, un peu anciens, c'est vrai, mais complètement différent de ce qu'on trouve ici. On va retrouver du filaire avec du RS232, 485, le truc qui date, mais qui est encore là et qui fonctionne et qui est encore largement utilisé. Du Modbus, du LoRaWAN et du Sigfox. Sigfox est français, c'est bordelais. C'est des ondes radio longue distance. LoRaWAN, c'est plutôt sur un système de d'émetteur-récepteur, on va dire localisé, quoi. Qui est du coup à la charge du client d'installer avec un serveur LoRaWAN pour remonter les infos dans le cloud. Sigfox, la différence, c'est aussi du longue portée, mais c'est Sigfox qui installe des grosses antennes sur des zones bien précises. Et en fait, les IoT viennent se brancher sur ces antennes qui remontent ensuite au cloud de Sigfox. Et nous, en tant que, on va dire, consommateurs de données Sigfox, on va se brancher au cloud Sigfox pour utiliser les données. Donc deux approches différentes, mais finalement qui restent sur des use cases radio à longue portée. Et pour finir, l'OPC-UA. L'OPC-UA, j'en parle, c'est important parce qu'aussi on trouve un peu tout et n'importe quoi quand on parle d'OPC-UA. L'OPC-UA, c'est pas un protocole en lui-même, c'est plutôt un framework OT, c'est-à-dire un framework qui va agir dans le monde physique, dans les industries, dans les usines plutôt. C'est plutôt un framework qui va standardiser les échanges entre les différents IoT dans une usine. D'accord ? C'est un peu un moyen de parler commun pour tout le monde. Voilà. Donc c'est pas un protocole, c'est ça qui est important, mais c'est plutôt un framework. Donc voilà. Donc en fait, quand je vous disais que c'est la jungle, c'est un peu la jungle, quoi. Je veux dire, quand on cherche à implémenter un petit peu son IoT, à décider quelle techno il faut utiliser, bah, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Ils ont tous des caractéristiques bien précises. Hein. Thread fonctionne sur Wi-Fi, Zigbee c'est des ondes radio. Alors Thread c'est pas mal parce que ça fonctionne sur votre réseau Wi-Fi à la maison, donc il n'y a pas besoin de puces particulières dans les IoT. Par contre Zigbee c'est des puces particulières, émetteurs, récepteurs. Donc c'est aussi à prendre en compte dans l'élaboration de son projet. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur le monde physique ? Alors effectivement, quand on descend un petit peu sur la couche réseau, encore une fois, c'est aussi la jungle. Déjà, le modèle OSI il est différent du modèle OSI qu'on peut connaître. Et en fait, chaque protocole est vraiment sur des niveaux complètement différents les uns des autres, quoi. Typiquement, ce que je disais, Thread par exemple va agir sur la partie la plus haute. C'est pour ça que ça fonctionne plutôt bien sur du Wi-Fi. Ça va réussir toutes les couches du Wi-Fi, juste une petite surcouche qui est propre au Thread. Par contre, ici par exemple, Zigbee est très très bas. Donc en fait, Zigbee, ça veut dire sa propre couche réseau, son propre réseau Zigbee, ses propres puces, etc. Donc il y a aussi un peu plus de complexité induite avec du Zigbee qu'avec du Thread, par exemple. Donc voilà. Et alors quand même, une petite lueur par rapport à tous ces méandres de protocoles, machin. Depuis 2 ans, il y a un nouveau protocole qui a émergé, qui s'appelle Matter. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité IoT, ça a dû vous parler un petit peu. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'il est sorti, développé par le CSA. Le CSA, c'est l'organisme qui régit les protocoles IoT. Donc ça vient pas de n'importe où et non plus par n'importe qui. Matter, la promesse, c'est d'unifier tout le monde. Alors là, je parle des protocoles domestiques, hein, mais l'objectif, c'est d'unifier tout le monde. C'est-à-dire que
qu'on arrête en fait d'avoir une gamme de produits en Zigbee, une gamme de produits en Thread, une gamme de produits en ce que vous voulez. C'est qu'on ait un protocole unifié pour tout le monde. Un protocole unifié qui marche à la fois en radio, enfin plutôt à distance et en filaire, et aussi un protocole qui soit capable, enfin qui soit facilement abordable. C'est-à-dire, j'achète un produit Matter, je veux qu'il s'intègre à mon réseau Wi-Fi le plus facilement possible. D'accord. Donc c'est pour ça que ça englobe automatiquement déjà des protocoles type Thread sur du Wi-Fi, parce qu'en fait ça va fonctionner sur du Wi-Fi en IPv6. Donc ils ont déjà anticipé, c'est déjà de l'IPv6. Et ensuite, on va utiliser le Bluetooth pour ce qu'on appelle le provisioning. Donc une fois que j'ai mon device, que je l'installe chez moi, qu'il est branché, il faut que je le provisionne sur mon réseau Wi-Fi. Et aussi Matter va intégrer des bridges, donc en gros des ponts vers d'autres protocoles, notamment Zigbee. Ça c'est quand même plutôt intéressant, quoi. Donc là en fait Matter arrive quasiment à englober tous les devices potentiels qu'on peut avoir à la maison, quoi. Là clairement on y est presque. J'ai parlé de provisioning. Alors c'est important parce qu'en fait quand je vais acheter un device Matter, je vais le brancher à la maison, je vais devoir donc le provisionner sur mon réseau Wi-Fi. Une fois qu'il est sur mon réseau Wi-Fi, ça veut dire que dans mon réseau à moi, il est connu, il émet des messages, il émet des événements, il émet des choses. Et en fait, toute application mobile qui est compatible Matter, donc le CSA donne les SDK qui vont bien, hein, ça c'est important. Toute application qui est compatible Matter va être capable d'interagir avec ce device automatiquement, de base. Donc c'est le cas en fait pour par exemple les 5 applications qu'on a ici, HomeKit, Philips Hue, Amazon Alexa, SmartThings et Google Home. Donc voilà, les applications natives aujourd'hui de vos OS supportent déjà Matter nativement, si vous l'avez mis à jour, au moins depuis 2 ans. Et même sans le savoir, quoi. Donc c'est déjà le cas normalement. Et ça c'est important parce qu'en fait, avec Matter, la partie device est complètement décorrélée de la partie applicative mobile. D'accord. Donc en fait, je peux commissionner un Matter avec une application, HomeKit, et l'utiliser avec une autre, avec SmartThings, si je veux. Et ça va marcher. Et ça, c'est une petite révolution, quoi. Comprenez bien qu'avant, avec un Zigbee Thread, ça ne marchait pas, quoi. Donc voilà, ça c'est la grande force de Matter. Matter, ils vont sortir la spécification 1.4. Alors qu'est-ce que j'appelle spécification? C'est qu'en fait, la 1.4, non, la version 1 est sortie il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle dit la spec? En fait, pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle va dire en fait, tel device, il est capable de faire ça, ça, ça. Donc par exemple, la première version de Matter, elle a sorti les devices les plus basiques qu'on peut connaître, comme par exemple des prises connectées. Qu'est-ce que est capable de faire une prise connectée? Je peux l'allumer, je peux l'éteindre, je peux la mettre en mode stand-by peut-être. Donc ça c'est dans la spec. Les constructeurs d'IoT respectent la spec et donc le device devient compatible Matter et utilisable avec n'importe quelle application. Donc là on est à la version 1.4 devrait sortir prochainement. Par exemple, la version 1.3 qui est sortie avril-mai là récemment, elle intégrait des devices pour la gestion d'énergie à la maison. Si je ne me trompe pas, il y avait des bornes de recharge dedans, donc les bornes de recharge compatibles avec Matter, avec la version 1.3, sont utilisables avec ces applications. J'ai parlé des bornes de recharge. Je crois qu'il y a les pompes à chaleur aussi, je suis plus sûr. Ou alors, où ça va arriver là dans la 1.4. Donc voilà, et tous les 6 mois il y a une release. Donc ça c'est quand même plutôt cool, quoi. Donc après c'est alors ce que j'ai pas dit, ça c'est la partie technique de Matter qu'il faut retenir. En fait Matter, donc il est né de ce besoin d'interopérabilité entre les protocoles. Et pourquoi? C'est pas juste parce que c'est embêtant techniquement de switcher d'un protocole à un autre. C'est parce que l'IoT jusqu'à maintenant ne générait pas d'argent. L'IoT, en fait, si on essayait d'équiper sa maison, que ce soit sur une maison neuve ou sur de la rénovation, ça coûte cher, quoi.
je vais parler pour des installations type KNX chez Aguerre. De la domotique, c'est une installation à 10 000 euros, quoi. En fait, ça coûte un bras, quoi, qu'on soit d'accord. Donc, pourquoi? Pour toutes ces raisons. En fait, les gros de ce monde, si je peux dire ça comme ça, les gros de la tech, se sont mis autour de la table et ils se sont dit, bah maintenant ça suffit, en fait, il faut qu'on trouve un moyen de rendre l'IoT plus accessible, donc en faisant baisser le prix des IoT. Et qui dit baisser le prix des IoT dit rendre plus interopérables les différents devices sur le terrain, quoi. Donc c'est ça, enfin, c'est comme ça que Matter est né en fait, hein. C'est des problématiques pure marketing en fait, parce que l'IoT, on faisait pas, enfin, les grands groupes ne faisaient pas d'argent avec, quoi. Voilà. Donc après, il y a les gros acteurs. Alors, vous aurez vu qu'il y a Legrand, Schneider. Je vous rassure, il y a aussi Aguerre dedans. Il y a aussi Somfy, hein, par exemple. Il y a vraiment les plus gros qui font aujourd'hui des objets connectés qui sont dedans. Ils sont tous là en fait à standardiser un peu le protocole, à intégrer aussi certaines spécificités. J'ai un exemple en tête, par exemple Engie en France est dedans pour pouvoir ramener des spécifications autour de la TIC à la maison. Vous avez avec votre compteur Linky, vous avez la TIC qui est la téléinformation cliente, qui est en fait comment dire, c'est des informations qui arrivent vers votre Linky en fait avec vos informations de contrat, vos informations de consommation. Si vous avez l'application Engie, c'est par le Linky dont la TIC en fait qu'il a les infos. Et donc en fait Engie est dans ce consortium pour rajouter les spécificités françaises de la TIC. Donc voilà, ça c'est comme ça que la spec en fait elle est construite. Donc ça c'est pour Matter. Donc ça c'était un peu la partie vraiment physique, quoi, hein. Donc ça c'était important qu'on en parle. Sur la partie connectivité, vraiment la partie ouais, comment est-ce que je vais me connecter au cloud? En fait il n'y a pas de secret en fait, hein. Je veux dire, soit on va mettre de l'Ethernet, soit on va mettre du Wi-Fi pour du sans fil, soit on va mettre du cellulaire si on en a besoin, quoi. Donc après, en fonction de la situation en fait des gens, par exemple si tu fais de la rénovation, tu vas plutôt prendre du sans fil, donc tu vas plutôt mettre tes IoT sur le Wi-Fi. Si maintenant tu es en construction neuve, tu seras peut-être plus à même de tirer des câbles. Enfin voilà, après ça va dépendre des cas. Le cellulaire, c'est un peu particulier. C'est plutôt pour des IoT qui sont sur le terrain et qui ont tendance à bouger beaucoup, qui ne sont pas forcément sur un réseau fixe. Par exemple, j'avais pu bosser sur un projet de camion connecté. En fait, là, le camion, il bouge tout le temps, incapable de rester sur un point fixe, Wi-Fi ou Ethernet, peu importe. Donc là, par contre, la 5G, ça marche beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est des use cases comme ça. Ça, c'est pour la partie physique. Et ensuite, sur la partie protocole, c'est-à-dire, alors là, c'est pas protocole local, hein, c'est vraiment protocole pour aller vers le cloud. En fait, pas besoin de s'imaginer des choses super compliquées. On peut faire de l'HTTP, pas de problème. Je peux faire des appels API depuis un IoT, ça fonctionne, hein. Tous les SDK embarqués aujourd'hui embarquent des clients HTTP, donc ça marche, hein, c'est pas un problème. On peut aussi faire du WebSocket. Donc le WebSocket, c'est plutôt pour faire du temps réel et de l'échange bidirectionnel entre l'IoT et le cloud. Donc là, c'est plutôt un tunnel qui reste tout le temps ouvert pour échanger des messages. Ça marche aussi, hein, pas de problème. Les clients, enfin aujourd'hui, les SDK embarqués le supportent très bien, pas de problème. Et il y en a deux autres que je voulais parler qui sont très importants, surtout le MQTT qui s'impose un petit peu en fait dans l'écosystème IoT. En fait, que ce soit AMQP ou MQTT, ce sont des modèles événementiels sensiblement différents que le WebSocket. C'est-à-dire que AMQP, MQTT, c'est un modèle pub-sub. C'est-à-dire, moi je publie sur un canal d'événements et de l'autre côté, d'autres IoT, ou le cloud d'ailleurs, va venir se brancher sur ces événements pour faire différentes actions en fonction de ce qui est publié. D'accord? Donc, aujourd'hui, il existe l'AMQP et le MQTT qui sont sur ces modèles-là. L'AMQP, étant un peu plus gros, un peu plus lourd, qui permet plus de features aussi. Donc, c'est pas celui qui est privilégié pour l'IoT, parce que l'IoT, on est plutôt sur des environnements contraignants. On est sur des IoT qui ne dépassent pas le 128 ou le 250 mégas de mémoire, enfin ce genre de choses. Donc on est plutôt sur le MQTT,
qui lui par contre est vraiment le protocole super léger pour faire du PubSub. Donc normalement, sur des projets IoT, pour tout ce qui va être connectivité au cloud, on va plutôt partir sur du MQTT. Petit zoom sur du MQTT, en fait, à quoi ça ressemble en fait finalement le MQTT? Dans un premier temps, je vais avoir un broker au milieu, un broker PubSub. On en connaît d'autres, hein. RabbitMQ, ça va être un broker AMQP. Et ben, en fait, ici, on va avoir un broker MQTT qui va supporter le protocole MQTT. Et on va avoir ensuite des mécanismes de publication et de souscription. D'accord? Donc, je publie sur un topic. Là, par exemple, je vais publier sur le topic temp pour température. Et lui, il va écouter sur le topic temp de cet IoT et il va réagir en fonction. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Publication, souscription. Alors, je ne vais pas tout de suite spoiler quels sont les brokers qui existent aujourd'hui, on y revient après. Mais autour du MQTT, en fait, c'est vachement intéressant pour l'IoT. C'est aussi un petit piège. Parce qu'en fait, les topics, on les nomme et on les définit comme on veut. Donc là j'ai un topic temp. J'aurais très bien pu l'appeler température. J'aurais très bien pu, enfin voilà, j'aurais pu faire ce que je veux en fait. Il n'y a aucune norme là-dessus. Donc c'est bien et pas bien. Je veux dire, quand on commence à avoir des solutions qui sont à l'échelle, qui commencent vraiment à grossir, on va quand même chercher un maximum à avoir de la standardisation autour de nos topics MQTT. Alors pour ça, heureusement, il y a des choses qui viennent à nos secours. Hop là, pardon. Donc ça va être par exemple le Sparkplug B, la norme ISA 95 ou encore le Unified Namespace. Ça va être des techniques, alors c'est rien de révolutionnaire, c'est des techniques de normalisation des topics MQTT. C'est particulièrement utilisé dans l'industrie pour les usines connectées, parce qu'en fait, on va du coup structurer nos topics MQTT en fonction des usines. Quel est dans un topic MQTT, par exemple, on va avoir le site, enfin, plutôt la localisation dans un premier temps, ensuite le site de l'usine, ensuite la machine qui a émis l'événement, le capteur, de plus en plus précis quoi, dans le topic, et on va appliquer ça pour absolument tous nos IoT. Quoi. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc voilà. Ça c'était pour la partie broker de messages. Sur la partie float IoT, ce qui est important à comprendre quand on conçoit une offre IoT et qu'on souhaite la deployer au grand public, c'est qu'en fait il y a énormément de normes. Et ça, c'est un truc, on n'y pense pas toujours. Mais la cybersécu dans l'IoT, c'est ultra important. Et gérer sa flotte IoT, même une fois qu'elle est déployée, c'est hyper important, notamment à cause des problématiques de réglementation. Okay. Alors ce qui est drôle, enfin, ça serait pas drôle si ça serait pas les mêmes dans chaque pays, hein, bien sûr. Donc en fonction du pays, en fait, on va avoir des réglementations différentes. Maintenant, globalement, ce qui est important à savoir, c'est que quand vous commercialisez, et surtout c'est depuis vrai aux USA depuis 2024 et en Europe, enfin, ça l'était déjà un peu, mais en 2024, il y a le Cyber Resilience Act qui va sortir. Donc c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Quand vous commercialisez une offre IoT, obligatoirement, elle doit intégrer un système de mise à jour à distance du firmware qui est dans l'IoT. Obligatoire. Donc c'est à la fois contraignant, mais c'est à la fois bien. Et c'est avant tout pour des problématiques de cybersécu, mais vous, en fait, aussi, ça permet de faire de la résolution de bugs à distance, de rajouter des features. Enfin voilà, ça peut permettre plein de choses, quoi. Du coup, sur la partie plus technique en fait de gestion de la flotte, alors il y a un RFC 9019 qui existe, qui cadre un petit peu, donne des guidelines plutôt en fait sur la manière de pouvoir gérer des mises à jour à distance. Alors je dis mise à jour à distance, on parle aussi de mise à jour OTA, donc mise à jour over the air, donc par internet quoi, en gros. Et donc, on a un RFC qui en parle un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que le protocole Internet doit supporter compression, contrôle de flux, fragmentation, tout ce que fait l'HTTP par exemple, hein, il le fait. Il faut un stockage persistant sur l'IoT pour récupérer le package avant de mettre à jour. Il faut un manifeste qui puisse dire quelle est la version du package que je veux installer, la signature, etc. Il faut une possibilité de décompresser l'image,
Donc là, en fait, le format du package doit être compressable, décompressable, et il faut un suivi du statut de la mise à jour. Ça, on n'y pense pas, mais en fait, il faut qu'on sache si la mise à jour a bien été opérée, est-ce qu'elle a commencé, dans quel statut elle est, etc. Donc, ça, c'est important. Alors après, comment est-ce qu'on déclenche en fait une mise à jour? En fait, là pour le coup, il n'y a rien de sorcier. C'est-à-dire, il y a à peu près deux techniques. Soit on va faire du long pooling, on va vérifier sur mon serveur de mise à jour, est-ce que j'ai une mise à jour pour moi, pour mon IoT. Donc ça, c'est une technique. Ou alors l'autre technique que je préfère, c'est plutôt du push notification. On va venir informer l'IoT qu'il a une mise à jour qui est prévue pour lui, donc il va venir la tirer pour se mettre à jour. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué, quoi. Alors du coup, ce que j'ai pas mentionné, c'est que notre plateforme IoT chez Aguerre, elle est sur Azure. Bon voilà, c'est un choix du groupe. Notre broker MQTT, c'est l'Azure IoT Hub et il supporte le device management. Donc en fait, il est capable de faire des mises à jour ETA à distance avec toutes les contraintes que j'ai mentionnées en haut, hein. Il fait du suivi de mise à jour, de la compression, etc. Alors bien sûr, c'est pas le seul, hein. Chez Amazon, ils ont aussi un outil qui le fait. Sauf que nous, on n'a pas décidé de l'utiliser pour des raisons qui sont les suivantes, parce qu'en fait, on va dire, pour gérer la flotte IoT, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut simplement dire, tiens, tous mes IoT, je leur envoie tel package de mise à jour, tous en même temps, si je veux. Je peux peut-être faire des groupements en fonction de certains types de devices, ok. Mais nous, en fait, on a des profils chez nous, chez Aguerre, qui s'appellent des fleet managers. Des fleet managers, pardon. Donc c'est vraiment des profils dédiés qui s'occupent du parc IoT chez Aguerre. Et en fait, ce ne sont pas forcément des profils techniques. Hop là, je vais y arriver. Ce n'est pas forcément des profils techniques. Alors que pour mettre à jour des IoT avec l'IoT Hub, il faut un profil technique. Parce qu'en fait, c'est des gens qui... Enfin, sur l'IoT Hub, on va écrire des requêtes avec un langage un peu particulier. L'interface est un peu technique, les accès sont un peu techniques. Enfin, c'est un peu technique. Et nous, on n'a pas ce genre de profil. Donc, on était un peu coincé. Mais du coup, on a utilisé en fait une autre suite logicielle qui vient de chez Bosch, donc le Bosch Rollout et Bosch Remote Manager, qui eux ont une interface un peu plus user-friendly. Tu peux faire du drag and drop entre device et package, tu peux créer des groupes de packages, des groupes de devices. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin dans le métier du fleet manager. Donc c'est pour ça qu'on a ces outils aujourd'hui, quoi. Voilà. Je suis encore dans les temps. Hop là. Un petit point d'architecture. Voilà, c'est pareil. Il n'y a rien de magie. En fait, notre plateforme IoT, globalement, on fait deux choses. On fait des API et on fait de l'événementiel. Okay, les API, alors toujours, et faites ça toujours, mettez une API Gateway au milieu. Et on a des services de type BFF parce qu'on développe nous-mêmes nos propres apps mobiles. Donc, on a des BFF pour nos apps mobiles et des API publiques pour les autres. Les autres, ça va être des partenaires comme Rexel, par exemple, qui est le plus gros grossiste installateur en France. On s'interface avec eux au travers d'API publiques. Voilà. Et du coup, la partie événementielle, alors naturellement, le MQTT apporte cet aspect événementiel. Donc, de toute façon, déjà, tu n'as pas le choix de l'intégrer. Et puis ensuite, on a d'autres brokers en fait, au sein de la plateforme pour faire aussi de l'événementiel, selon les besoins. Voilà. Il n'y a rien de magique, quoi. Ça reste de l'architecture classique. Alors du coup, ça je voulais aussi vous en parler. Quand on parle un peu d'architecture et qu'on fait un petit peu de recherche, il y a aujourd'hui une stack d'architecture qui est orientée IoT. D'accord? C'est ce qu'on appelle la stack Ming. Donc pour Mosquito, InfluxDB, Node-RED et Grafana. En gros, avec cette stack technique full open source, si je ne me trompe pas, oui, si c'est le cas, full open source, en fait, vous êtes capable de déployer une solution IoT de bout en bout dans le cloud. Qu'est-ce que je dis bout en bout? C'est, on va avoir ici le broker MQTT Mosquito qui supporte le standard MQTT 3 points et V5 avec des SDK qui vont bien. Donc en fait, lui, c'est lui qui va assurer la connectivité entre IoT et cloud. On va avoir InfluxDB ici qui va être votre base de données de stockage des données qui remontent des capteurs IoT. Donc ça c'est important, c'est pas une simple base de données à la SQL, d'accord?
c'est une base de données prévue pour les données IoT, et plus précisément pour des données enfin des données temporelles. Je vais y arriver à trouver le bon terme. Donc vraiment des données temporelles, parce que les capteurs, les IoT, ils vont cracher tout le temps, tout le temps, tout le temps de la data, mais qui est temporelle, quoi. Il y a un timestamp dessus. Et ça, c'est important. Et ce genre de base de données est particulièrement prévu pour ça. D'accord. Ensuite, on va voir Node-RED. Node-RED, c'est alors comment l'expliquer simplement. C'est un outil web qui permet de faire des workflows de données. En gros, je vais lui dire prends-moi la data qui sort de Mosquito, transforme-la moi, enrichis-la moi, rajoute des données dessus, des données de météo, enfin ce que tu veux, et ensuite stocke-la dans InfluxDB. Donc c'est vraiment un moteur de workflow pour vos données, pour agir dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Node-RED, on peut le déployer sur le Edge. Alors, j'ai changé de terme, vous l'aurez compris. Je parle plus d'IoT, je parle de Edge. Les Edge, c'est des gros IoT, hein, dans la terminologie un petit peu. Donc il faut quand même un IoT qui soit capable de faire tourner ce genre de moteur. On ne parle pas des petits IoT que vous avez chez vous à la maison, mais plutôt des IoT qui sont justement dans les usines, hein, qui sont beaucoup plus gros. Et ensuite Grafana, alors je ne sais pas s'il faut le présenter, mais en gros ça va être lui qui va faire vos dashboards, vos rapports en fait pour afficher des graphiques, la télémétrie, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc ça c'est une stack qui est sur étagère quasiment aujourd'hui avec tous les connecteurs qui vont bien. Alors nous on n'est pas tout à fait là-dessus, puisqu'en fait comme je vous le disais on est plutôt sur Azure, donc on a quasiment la même chose, si ce n'est à la sauce Microsoft. Donc on va avoir ici un IoT Hub qui fait office de broker MQTT. Ici on va avoir un Azure Data Explorer qui est une base de données prévue pour ce genre de données. Node-RED, alors on fait pas trop du low-code, no-code, mais on fait plutôt du code en fait, tout simplement. Donc on va utiliser des Azure Functions, ce genre de choses pour faire nos transformations de données. Et Grafana, c'est pas du Grafana, c'est du Power BI pour nos besoins internes. Et ensuite, ça va être plutôt des composants graphiques sur nos apps mobiles. Voilà. Les aspects FinOps. Alors ça, c'est le truc qui passe toujours en dernier, mais je peux vous garantir que c'est super important. En fait, quand on parle de coûts sur un projet IoT, il y a plein de trucs qu'on ne pense pas, quoi. Déjà, il y a la partie matérielle, juste la partie matos. Il y a mon IoT. Quel est le matériel que je veux utiliser? Combien est-ce qu'il va me coûter? Est-ce que je dois mettre des boutons? Est-ce que je dessine des choses? Enfin voilà, il y a énormément déjà de choses à prendre en compte au moment de la conception même du produit physique, juste le produit physique. Et ensuite, il y a un coût logiciel, puisque dedans, on va y mettre un logiciel embarqué. Donc là c'est pareil, il y a des coûts de développement, il y a des coûts de maintenance, il y a plein de choses là-dessus. Une fois qu'on a ça, on a la partie cloud. Et en fait la partie cloud, on pense que c'est compliqué, mais en fait pas vraiment. En fait le cloud, vous pouvez prendre n'importe quel cloud, chez n'importe qui, vous allez payer trois choses principalement, c'est-à-dire les serveurs, la bande passante et le stockage. C'est tout. Après, vous pouvez avoir n'importe quel service de haut niveau qui package plein de choses, qui a un mode de facturation un peu différent. Je pense sur Azure, par exemple, on paye des DTU, par exemple, pour les bases de données. En fait, les DTU, c'est une combinaison de stockage et de serveurs. En fait, c'est tout le temps ça, quoi. Donc, c'est ça que vous allez payer dans le cloud, principalement. Ensuite, il y a des coûts logiciels aussi, puisque vous allez développer vos services dans le cloud. Et ensuite, des coûts de services tiers. Donc, par exemple, nous, Bosch, on a des coûts forfaitaires, puisqu'on paye une licence. Et comme c'est un outil qu'on installe sur notre infrastructure, il y a aussi des coûts de maintenance de l'infrastructure. Alors, ils ont aussi une solution SaaS. On n'est pas encore dessus, mais si vous pouvez faire du SaaS, faites du SaaS. En termes de leçons apprises sur le FinOps, malheureusement, c'est un sujet qu'on prend toujours trop tard, toujours après. Enfin, on n'y pense jamais en fait au moment où on conçoit notre archi ou notre plateforme. Typiquement, nous, dans le cloud qu'on a, ce qui est important, c'est de faire du tagging de ressources ou de services. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de ressources Azure qui tournent pour notre plateforme. En fait, chacun doit être tagué correctement avec la bonne solution à laquelle il est rattaché, à quoi il sert, à quel département il est rattaché, et ainsi de suite, pour pouvoir faire des dashboards FinOps, pour potentiellement faire de la refacturation, faire un bon suivi des coûts, etc. Ça, c'est super important. Le tagging, je dirais que c'est la base en fait, hein. C'est la base du FinOps.
Donc, bon, ça je l'ai dit, hein, se construire des tableaux de bord FinOps, mais ça vient du tagging, donc les deux sont un peu liés. Dans l'idée, adapter l'infrastructure, faire de la scalabilité horizontale si possible, euh, en fonction de la charge. Par exemple, chez nous, en fait, la nuit, il se passe pas grand-chose, donc en fait, l'infrastructure, elle se réduit, alors que la journée, elle grandit plutôt. Enfin, on la met à l'échelle, quoi. Et les environnements de non-prod, si possible, en fait, les couper quand c'est inutile. Par exemple, le dev QA la nuit, ça sert à rien, ou les week-ends, quoi. Donc ça, c'est des leçons à en tirer. Et pour finir, ah oui, alors du coup, si possible, alors, ça dépend sur quel cloud vous êtes, hein, bien évidemment, mais utilisez plutôt des services à la consommation. Donc ça va drastiquement vous réduire la facture, quoi. Voilà. Et du coup, dernier petit point, il me reste 10 minutes, hein. Impec. Donc du coup, la data, alors ce que je vous disais, le data, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. En fait, je veux dire, on fait des produits connectés, on en tire de la data, et après, il faut savoir ce qu'on en fait, quoi. Parce que tout ce que j'ai discuté maintenant, donc pendant presque trois quarts d'heure, on n'a pas encore la data. On n'en fait rien encore pour l'instant. Donc, la data, dans un projet IoT, je dirais que, en fait, il y a deux typologies de data que vous voulez dans enfin, à partir de votre IoT. Il va y avoir l'état actuel de votre IoT. Donc en gros, je sais pas, j'ai une ampoule connectée à la maison. Est-ce qu'elle est allumée en ce moment? Ou est-ce qu'elle est éteinte en ce moment? Si c'est une Philips Hue par exemple, c'est je sais pas, quelle couleur est-ce que j'affiche? Donc ça c'est vraiment le snapshot à l'instant maintenant de votre IoT. Donc ça c'est on va dire une typologie de données que vous allez vouloir exploiter. Soit au travers de vos applications mobiles, nous ce qu'on fait pour nos clients par exemple, hein, on affiche l'état actuel de l'IoT, ou alors pour en faire des stats ou plein de choses derrière, quoi. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser une approche digital twin. C'est-à-dire qu'on a une représentation virtuelle de notre device dans le cloud. Voilà. Donc, ça paraît être un gros mot, le digital twin, mais en fait, c'est assez simple. Finalement, ça va être un objet dans le cloud ou une entité, ou vous l'appelez comme vous voulez, qui représente votre device physique. Et de manière très simple, en fait, hein, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un document JSON, en fait, qui représente l'état actuel de notre IoT. C'est presque con à dire, mais c'est super simple. Et ça nous permet, en fait, de répondre à plein de use cases. Par exemple, dans les apps mobiles, donne-moi les derniers états de tous mes IoT. En fait, on va venir lire tous les JSON, et puis boum, et puis on l'a, quoi. Donc ça, c'est super simple, super important. Et à l'opposé, du coup, je pense que vous vous en doutez, mais du coup, à l'opposé, on a plutôt les données historiques, où là, en fait, on va s'en servir plutôt pour afficher des graphiques auprès de nos utilisateurs, faire des statistiques dessus, faire des KPI, faire plein de choses. Donc ça, c'est la data qui est, c'est ce que je disais avant, en fait, c'est la data où il y a un timestamp dessus. On va venir la stocker dans cette base de données, justement, qui est prévue pour ça. Et on va pouvoir, en fait, derrière, avoir un moteur puissant de requêtage sur ces données pour en faire plein de choses. Les use cases simples, hein, je vous le disais, ça va être afficher des graphiques auprès de l'utilisateur, mais derrière on peut faire plein de choses. On peut faire des calculs, des comparaisons d'une semaine à l'autre quand on fait de la gestion d'énergie, etc. etc. quoi. Donc ça je dirais c'est un peu la deuxième typologie de données qu'on va retrouver dans un projet IoT. Et donc il faut le prévoir en termes d'architecture, quoi. Prévoir la bonne base de données et ainsi de suite. Voilà, donc il me reste un peu de temps. Alors du coup, je voulais vous faire un petit peu une démo de notre outil Data Explorer. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer des vrais data utilisateurs pour des questions de privacy, vous l'aurez compris. Par contre, il y a des jeux de données très facilement accessibles sur l'outil. Donc comme je vous le dis, alors je veux surtout pas faire la promo d'Azure ou de Microsoft, hein. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est juste pour vous montrer en fait la puissance de ce genre d'outil. En fait, ça on le retrouve ailleurs. Ok. Je veux dire, requêter de la data time series, c'est un concept général qu'on retrouve chez tout le monde. Si vous voulez pas utiliser Data Explorer, pas de problème. Utilisez InfluxDB. Je vous l'avais montré. En fait, vous retrouverez quasiment les mêmes concepts. Ok. Ou alors chez Amazon, pareil. Alors du coup, ce genre d'outil, donc là, par exemple, ouais. Alors, ce genre d'outil, en fait, c'est une base de données, tout ce qu'il y a de plus euh, simple qu'on connaît, en fait, hein. Ça se décompose en tables, ça se décompose
en base de données en table, c'est plutôt du NoSQL. Alors en dessous, c'est des documents JSON qui sont utilisés. Alors pas JSON, Parquet. Et donc en fait, il y a un moteur par-dessus qui permet de requêter l'ensemble. Donc là, par exemple, j'ai des données de test qui sont brutes. Donc là, par exemple, j'en ai 240 000. Requêtage en moins d'une seconde. Hop, et ici, j'ai des données qui sont transformées pour diverses raisons. J'en ai quasiment 1 million, par exemple. En fait, toute la force de ce genre d'outil, c'est pouvoir être performant sur la partie requêtage. Là, je parle d'1 million, hein, mais par exemple, chez Hager, on ingère, pour notre solution de gestionnaire d'énergie, on ingère plus de 10 millions d'événements par mois pour quelques centaines d'IoT sur le terrain. Donc dites-vous que ça va très 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 vite. Alors du coup, ce genre d'outil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet donc il permet de requêter ces données et surtout il permet de faire des agrégats. C'est ça qui est important. Donc là par exemple, je vais avoir une requête ici. Alors la requête c'est du Cousteau. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que, enfin, je vous disais c'est pas important, mais en fait on va venir mettre sa tablée ici et en dessous différentes opérations qui vont venir s'enchaîner pour exécuter la requête. Donc là par exemple, je vais faire un summarize où je vais venir compter mes données, je vais récupérer le minimum timestamp et le maximum timestamp. Et en fait ici, je crée une nouvelle variable duration où je fais un calcul. Je fais le max moins le min. Donc on peut faire des agrégats, on peut faire des calculs, on peut faire du filtre. C'est le principe de ce... Ouais, enfin, c'est la puissance de ce genre d'outil. Donc là par exemple, en 200 millisecondes, il m'a scanné mes 1 million de lignes et puis il m'a ressorti l'info qui m'intéressait. D'autres trucs intéressants. Tac, tac, tac. Donc là, par exemple, je vais pouvoir requêter certains devices en particulier, ici, sur une plage de date bien précise. Et pareil, de me faire... Donc ici, je vais faire la moyenne de la valeur remontée par mon capteur. Ça peut être de la consommation énergétique, par exemple, si vous voulez. Donc la moyenne de la valeur sur un step de 30 secondes. Donc toutes les 30 secondes, sur toutes les données des 3 capteurs ici, il va me calculer la moyenne. Donc ça va permettre de faire les graphiques que je vous montrais avant, avec les steps. Donc là, le step, par exemple, c'est 30 secondes. Et ce qui est intéressant avec Data Explorer, alors ça, je pense par contre, ça doit être une feature uniquement de Data Explorer. On peut derrière faire des graphiques directement avec le langage sur le portail, quoi. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer, hop, c'est pas ça, c'est plutôt tout en bas. Alors, Data Explorer, en fait, il permet d'appliquer un petit peu d'IA sur nos données. En fait, vous l'aurez compris, nos time series, alors elle permet de faire des graphiques, c'est cool. Par contre, à un moment donné, on va vouloir aller plus loin dans nos use cases, beaucoup plus loin. Et on va dire les use cases qui arrivent juste après, c'est l'IA, quoi. On va vouloir commencer à faire de l'IA, comprendre les comportements de nos utilisateurs, prévoir des choses, faire de la maintenance prédictive, faire de la consommation prédictive, ce genre de choses. Et en fait, Data Explorer, il a déjà un petit peu ce genre de feature, parce qu'il a déjà des fonctions qui intègrent ça. Donc là, par exemple, rapidement, et je terminerai là-dessus, je vais ici en fait générer un graphique qui va me montrer des anomalies dans les données. Est-ce que j'arrive à monter plus grande? Ah oui, oui, oui. Hop là, voilà. Donc là, par exemple, j'ai un graphique. Alors, imaginons que c'est de la consommation électrique. J'ai un graphique ici où en fait tout se passe normalement ici, tac, tac, tac. Et là, j'ai des problèmes, quoi. Là, j'ai mon capteur qui commence à s'affoler, il y a un problème. Donc là, par exemple, avec la fonction que j'ai plus ici, mais qui est un petit peu plus bas dans la requête, en fait, elle va mettre en avant les anomalies dans mes données. Et par exemple, ici, elle va le rendre sous forme de points rouges. Donc là, par exemple, les points rouges, ils sont en dehors, disons, du comportement normal du capteur. Donc l'algorithme va automatiquement le détecter comme anomalie. Voilà, donc ça, c'est des trucs qu'on utilise pour différents use cases. Et c'est plutôt puissant. Alors, petit aparté par rapport à Data Explorer, hein, je disais que je ne suis pas là pour faire la promotion de l'outil. En fait, c'est pas forcément l'outil qui est important. Tout ce que je vous ai montré là, ils l'ont quasiment tous. Par contre, pour faire tourner ce genre de moteur à grande échelle, faire tourner ces moteurs sur justement les dizaines de millions
de données qu'on récupère chaque mois, il faut des machines, il faut une infra qui est costaud. Donc, mettre des clusters en place d'infrastructures pour faire tourner ça. L'avantage que nous on a sur Azure, c'est que c'est automatiquement packagé dans le service. Mais en vrai, c'est ça qui est super important. C'est comme ça qu'on arrive à descendre sous les 400 millisecondes de requêtes, c'est parce qu'en dessous, on a des bécanes qui envoient, quoi. Et du coup, auto-géré par le cloud provider. Voilà. Et en fait c'est tout, hein. J'ai terminé. J'ai fait le tour. Alors, si jamais, là je mets le petit message marketing parce que sinon je pourrais plus revenir l'année prochaine. Donc ouais, on recrute, hein, tout le temps. Mon département il est dispatché entre l'Alsace, Paris et Bordeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le MTG Strasbourg, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. On fait régulièrement des meet-up et des événements. Et laissez un feedback, ça sera toujours appréciable, soit bien ou pas bien. Voilà. Et du coup, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Bonjour, merci pour la conf. Ça me rappelle quelques souvenirs pas si lointains où je travaillais dans une entreprise dont le logo est un petit carré rouge. Et justement, j'ai fait un peu d'IoT, j'ai surtout fait du Zigbee et j'ai vu arriver la première version de Matter. Est-ce que tu as un retour d'expérience personnelle, toi, avec Matter? Est-ce que tu as pu essayer Alors, dans le contexte à guerre, ou vraiment plutôt peu importe, un retour d'expérience sur euh, Matter. Est-ce que vraiment ça a l'air de ouais, remplir ses promesses ou ouais, est-ce que c'est pas une énième usine à gaz qui va se retrouver en concurrence avec les autres, quoi? ouais. Alors, non, j'ai pas d'expérience. Parce que, j'allais dire le marché européen est à la traîne, mais c'est pas tout à fait vrai, ça commence à venir. Mais c'est plutôt le marché américain qui a vraiment été les premiers. Et là, le marché européen, ça commence à arriver, les premiers devices. Par exemple, Eve, je sais pas si vous connaissez la marque Eve, ils ont toute une gamme d'IoT là. Il y a des devices Matter là qui devraient arriver, ou qui sont déjà arrivés cette année ou qui vont arriver l'année prochaine. Donc en fait, le marché, il commence à venir tout doucement. Donc déjà, chez nous à la maison, je pense pas très difficile d'avoir un device Matter aujourd'hui déjà à la maison. Par contre, on a des chiffres très précis sur le nombre de devices qui ont été enregistrés auprès du CSA et qui sont certifiés Matter. D'accord. Depuis la sortie de la spec Matter, on est passé de 0 en fait en 2022 à plus de 80% de devices certifiés Matter et moins de 10% de devices Zigbee. Donc en fait, très clairement pour dire que les industriels, ils sont dessus. Clairement, après ça prend du temps de faire sur le... Pour toutes les raisons que je vous ai montrées, sortir une offre IoT, ça prend beaucoup de temps, mais le marché va vraiment prendre le pli, je pense. Mais là, aujourd'hui, fin 2024, difficile d'avoir pour l'instant encore un retour d'expérience. Et puis en plus de ça, j'ai parlé de Matter, j'ai parlé du Bridge Matter aussi, qui permet de faire le pont avec d'autres protocoles. Pour l'instant, les entreprises sont plutôt sur ce mode bridge, donc d'avoir en fait encore du Zigbee mais avec du Bridge Matter, plutôt encore que sur du vrai pure Matter pour l'instant. Voilà. Ouais, merci. Une toute dernière question. Merci pour le talk. Je me demandais en fait en quoi Matter change l'équation économique. Là, on voyait FinOps, le prix du matériau, etc. En quoi ça change l'interopérabilité va changer ça? Ouais, parce que plus tu vas avoir des devices qui sont interopérables et faciles d'utilisation, faciles d'installation, plus il va y en avoir sur le marché. Et plus il y en a, plus il y a concurrence, plus les prix vont baisser. Donc on espère que ça va plus se vendre. Oui, exactement. C'est exactement ça. Enfin, aujourd'hui, l'IoT se vend, alors, sauf pour un peu les geeks. Alors nous, à la limite, ok. Mais dans le grand public, les gens, quand ils construisent ou quand ils rénovent ou machin, ils pensent pas du tout IoT. Ils pensent pas du tout domotique, ils pensent pas du tout energy management à la maison. Parce que ça coûte trop cher. Et voilà. Pour ces objectifs-là, il faut que le prix baisse en fait. Parce qu'il faut que ça devienne plus abordable. Donc voilà. Ok, merci. Voilà. Merci à vous.